Bonjour, je vous propose ici une vidéo reprenant les éléments présentés lors de l'atelier IA et enseignement apprentissage des langues qui a eu lieu le 21 juin à l'Université Sorbonne Paris-Nord dans le cadre d'une matinée d'ateliers pédagogiques organisée par le réseau des référents innovation pédagogique de l'USPN. Je m'appelle Julie Laporte et je suis responsable e-learning à l'Espace Langue, mais je ne suis pas une spécialiste de l'intelligence artificielle. En revanche, je me suis beaucoup intéressée à la question en me concentrant surtout sur ce qu'on pouvait en faire en langue. La vidéo que vous allez voir est une compilation de mes recherches et de mes expérimentations qui ont surtout porté sur les agents conversationnels et donc le fameux ChatGPT. Sur cette image, un petit aperçu de ce dont je vais parler. Il manque les interactions qu'on a eues avec les collègues le 21 juin, mais vous pourrez réagir a posteriori sur l'outil dont je vais me servir pour cette présentation. Bon visionnage. Je passe en mode Digipad, qui est un pad collaboratif auquel vous aurez accès après cet atelier virtuel pour déposer vos éventuels commentaires. Et je vais me concentrer sur les outils qui me semblent les plus utiles en langue. Et je vais commencer par un exemple en direct pour ceux qui ne connaîtraient pas ChatGPT. Alors ChatGPT, c'est un agent conversationnel ou chatbot qui génère à l'origine du texte. Donc on va avoir une conversation avec ChatGPT et on va pouvoir lui demander d'effectuer des tâches et donc des devoirs, d'où d'éventuels problèmes. Et je vais lui demander d'écrire une dissertation expliquant comment l'accident pendant lequel je me suis cassé le doigt de pied quand j'avais 9 ans m'a décidé à devenir neurochirurgienne. Et c'est un exemple qui vient de Ethan Mollick, un chercheur qui est très actif dans la communauté de testeurs d'agents conversationnels. Et là, on dit « Waouh !» Mais vous savez peut-être que ChatGPT a eu 11 au bac de 2023, ce qui est à la fois impressionnant et rassurant car on a vu qu'il n'était pas capable de remplacer l'humain. Je vous rappelle que l'IA choisit des réponses en fonction de la probabilité statistique plutôt que de la véracité. Donc ce n'est pas une véritable intelligence et il n'y a pas de véritable compréhension de la question posée. Ça veut dire que quand vous écrivez un début de phrase, les agents conversationnels vont vous fournir le mot qui a statistiquement le plus de chances de figurer après le mot que vous avez écrit et ainsi de suite. Donc si je dis « il était une », ils vont me trouver foi. Et ça explique aussi qu'ils peuvent vous raconter n'importe quoi, et là on dit qu'ils hallucinent, sachant qu'ils ne connaissent pas le vrai du faux et qu'ils ne s'appuient que sur les corpus sur lesquels ils ont été entraînés. En matière d'agents conversationnels, on a pas mal d'options et on va se demander d'abord est-ce qu'il est gratuit ou payant. ChatGPT version 3.5 est gratuit, mais la version 4 est payante. Bing Chat est gratuit et ça c'est intéressant parce que Bing Chat est assez évolué. Bing Chat c'est l'IA de Microsoft. Claude est payant. Et Bard, c'est Google, ça. Bard est gratuit, mais pas encore disponible en France au moment où je vous parle. Et je signale que si vous avez un iPhone, vous pouvez télécharger l'appli ChatGPT 3.5 gratuitement, sachant qu'elle est faite pour qu'on envoie des messages audio. Donc, c'est pas mal pour pratiquer la production orale. Ensuite, vous allez vous demander quelle est la limite de mots. On parle aussi de tokens. Un token, ça correspond à un nombre de caractères. Parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, on vous dit que vous ne pouvez plus poser de questions parce que vous avez dépassé le nombre de tokens. Bing AI, si mes informations sont correctes, ce serait 1500 mots, ce qui correspond à 5 pages. Et Claude, c'est 75 000 mots, ça équivaut à 270 pages si, encore une fois, mes informations sont correctes. Ensuite, vous allez vous demander, est-ce que le chatbot a accès aux ressources d'Internet? Alors, ChatGPT 3.5, il a été entraîné sur des données qui datent d'avant 2021. Donc, si vous posez des questions sur 2022 ou 2023, vous n'aurez pas de réponse, ou pas de réponse correcte. Bing et Bard ont, eux, accès aux ressources d'Internet. Et puis, vous allez vous demander, est-ce qu'ils les citent, ces sources? Alors, oui, certains peuvent citer des sources. Il y a Perplexity aussi, qui est intéressant. Mais attention, ces sources n'existent pas forcément. Il faudra donc toujours cliquer pour vérifier. Et vous allez voir que vous allez parfois tomber sur des pages vides
ou une vidéo qui est différente de ce qu'on vous avait indiqué. Et puis, comme je le disais, les réponses peuvent ne pas être fiables, ce qui est intéressant pour travailler la pensée critique en classe, mais ce dont il faut se méfier si on laisse les étudiants seuls avec ChatGPT et sans connaissance de son fonctionnement. Vous avez aussi des sites qui vous permettent d'accéder à plusieurs agents conversationnels en même temps. Par exemple, Forefront, qui vous donne accès à ChatGPT 3.5, 4 et à Claude Instant et à Claude Plus, qui sont des chatbots normalement payants. Et le nombre de conversations là est limité, mais ça peut être intéressant de comparer les réponses avec des outils plus évolués, d'autant qu'on peut donner un rôle spécifique à ces IA. Ici, j'ai mis ingénieur pédagogique, mais je reviendrai plus tard sur ces rôles ou personas. On a aussi ChatHub, qui vous permet de comparer les résultats de Bing et les résultats de ChatGPT, qui sont gratuits. Donc, ChatHub est gratuit. Et si vous prenez la version payante, vous aurez accès à d'autres chatbots. Et là, vous voyez une capture de ChatHub. Je lui ai demandé de m'apprendre à commander quelque chose chez Starbucks et vous voyez que le texte n'est pas de la même longueur avec ChatGPT et Bing. Et au niveau du contenu, en fait, il y en a un qui me donne une liste d'expressions et l'autre qui m'explique plutôt le fonctionnement avec la taille des gobelets, par exemple. Donc, les générateurs ne me donnent pas la même réponse, mais il faut savoir ici que dans les deux cas, ce n'est pas ce que j'avais demandé parce que j'avais demandé une conversation. Et tout à l'heure, on verra que la réponse de ChatGPT va dépendre des prompts qu'on utilise, les prompts ou invite ou requête étant les questions qu'on lui pose ou les ordres qu'on lui donne. Je passe au générateur d'images. Vous avez là pas mal d'outils, DALL-E qui est gratuit, Midjourney qui est payant et ici Recraft qui est gratuit. Alors regardez bien cette image. J'ai demandé pour le programme Tandem de l'espace langue une image représentant deux étudiants sur un tandem. Et quand j'ai vu l'image, je me suis dit « Ah, mais c'est joli !» Et en fait, regardez de plus près. Le vélo n'est pas un tandem. Mais aussi, je ne comprends pas où est assise la jeune femme, on se demande où est la main gauche du conducteur, on ne comprend pas où sont les pieds par rapport aux pédales et on dirait que les roues ont des pieds. Et ça, pour moi, c'est très représentatif des IA génératives. On a un effet waouh et quand on regarde de plus près, ça ne tient pas toujours debout. Alors cela dit, j'ai fait un prompt rapide et si ma demande avait été plus précise et si j'avais été sur Midjourney, j'aurais pu avoir un vrai tandem. Je vous dis maintenant un mot sur les générateurs de vidéos et de synthèse vocale. Alors, je vous passe une capsule générée par HeyGen. HeyGen, vous avez le droit à 1 minute par jour avec la version gratuite et vous pouvez générer vos propres avatars à partir de mots-clés. Et ensuite, vous choisissez un genre, une langue et un accent et je vous laisse écouter cela. ChatGPT, c'est un modèle de langage basé sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un programme entraîné à comprendre et à générer du texte en se basant sur de grandes quantités de données qui, dans son cas, viennent d'Internet. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas parfait, mais à l'espace langue, on s'en est quand même servi pour la présentation des objectifs d'un cours d'anglais. Et les étudiants avaient préalablement travaillé sur les accents du monde anglophone. Et dans ce cours, chaque semaine, ils devaient deviner de quel accent il s'agissait et lister ce qui avait été mal prononcé dans les vidéos, ce qui est censé les sensibiliser à ce qu'il faudra maîtriser lors de la performance orale en anglais qu'on va leur demander en évaluation. Je vais maintenant passer à des sites qui vous permettent de générer des activités pour le cours. Il y en a plusieurs, mais pour les langues, il y a notamment Twi qui est intéressant et je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là, je vais créer un projet et je vais demander une question de discussion. Donc vous voyez tout ce qu'on peut faire ici. Et je vais lui demander quelque chose sur le changement climatique. Je vais demander niveau avancé et si je veux, je peux ajouter des mots-clés dans Target Vocabulary. Et j'ai une liste de questions pour des discussions. Mais ensuite, on me demande ce que je veux faire de plus.
Et je vais lui demander ici du vocabulaire. Et je reste sur Climate Change. Je vais lui demander un travail sur les phrasal verbs. Do the magic. Donc là, j'ai une liste de phrasal verbs. Je vais ensuite lui demander un exercice sur le vocabulaire. Et donc là, je veux qu'on réutilise tous les phrasal verbs et je vais demander un niveau avancé. Do the magic. Je peux lui demander aussi ensuite un exercice lacunaire. Et là, je vais pouvoir sélectionner tous les phrasal verbs qui m'intéressent. Je ne les fais pas tous, hein. Et il va me créer un exercice lacunaire sur ces phrasal verbs. Voilà, il me semble que ça peut servir aux enseignants débutants notamment, surtout pour générer des exercices et pour les cours A1, A2 qui n'ont pas besoin de reposer sur des documents authentiques. Ça pourrait aussi servir pour la classe renversée, si vous voulez que ce soit les étudiants qui prennent en main le cours. Et dans ce cas, on peut imaginer que vous leur donnez le site TWI et vous leur demandez d'améliorer ce que TWI propose. Un autre outil assez impressionnant, c'est Whimsical. Je vous montre, pour générer des mind maps. Alors ça peut être bien pour brainstormer le lexique avant de travailler sur un thème. Il peut vous donner des mots et des définitions. Je vais vous montrer par exemple le champ lexical des vacances. Donc là, je vais cliquer sur la petite étoile. Et il va me donner des mots et je peux lui demander d'aller plus loin sur le mot plage par exemple. Et il va me donner la crème solaire, les lunettes de soleil, le château de sable, etc. Et je peux faire la même chose avec l'anglais. Donc là, je vais lui demander du vocabulaire sur l'environnement. Et donc, j'ai les énergies renouvelables, le changement climatique, la biodiversité, etc. Et si je lui demande des choses supplémentaires sur la pollution, je vais avoir la pollution de l'air, la pollution des eaux, la pollution du sol, etc. Vous pouvez aussi générer des traductions et là, on va plus loin que les traducteurs automatiques que vous connaissez parce qu'on va se faire idée de l'IA. Donc, je mets ma traduction, je lui demande du français, je voudrais que ce soit en anglais et là, je vais avoir une série de questions que Machine Translation va me poser. Et donc, je vais demander un style formel, un ton sérieux. Ce sera pour des universitaires. Je veux que ce soit de l'anglais britannique. Et on va dire qu'on maintient les références culturelles. Je clique sur Translate. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai ma traduction ici, mais je peux aussi aller sur Translate and Compare. Et là, je vais avoir la liste des différences et des similarités entre plusieurs traducteurs automatiques et je peux ensuite aller voir traducteur automatique par traducteur automatique. Donc j'ai Google, DeepL, Amazon, ModernMT, Microsoft, ChatGPT. Donc ça, vous le faisiez peut-être faire à vos étudiants lors de cours sur la traduction. Il faudrait voir comment on peut désormais exploiter ces traducteurs enrichis d'intelligence artificielle, à commencer par le regard critique qu'on va pouvoir poser sur ces outils. Je suis loin d'avoir fait le tour, mais j'ai sélectionné quelques sites complémentaires que vous trouverez à la fin de ce pad. Et il y a aussi, c'est l'image ici, les extensions Chrome que vous pouvez ajouter à ChatGPT et qui sont gratuites. Donc sur l'image, vous voyez celle que moi j'ai téléchargée, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple des extensions pour transcrire des vidéos qui sont utiles quand vous faites des exercices de SEO. Et celle qui me semble la plus intéressante, c'est Voice Control for ChatGPT parce que vous pouvez avoir une conversation à l'oral avec ChatGPT dans la langue de votre choix. Et je vous montre ça de plus près tout à l'heure.
Je passe à la question des prompts, qu'on appelle aussi donc invite ou requête. J'ai entendu des Canadiens parler de requête. Il y a désormais des spécialistes du prompt engineering ou ingénierie de l'invite qui ont listé des types de prompts. Mais moi, je vais pas reprendre leur typologie. Je vais me concentrer sur 2 types de prompts. Et le premier, c'est ce qui a été appelé conseil en rafale. C'est normalement ce qu'on fait quand on débute. On va poser une question générale et on va affiner de prompt en prompt. Donc, je vous montre un exemple sur ChatGPT. Donc là, je demande à ChatGPT d'agir comme un enseignant de FLE. Il est ravi de m'aider et je lui dis que je veux créer un cours pour les réfugiés qui arrivent en France, niveau A2. Et là, il me crée mon cours. Mais comme vous pouvez l'apercevoir, c'est encore assez flou. Et puis, je lui dis que j'ai 24 semaines et 4 heures par semaine. Donc là, il me propose une nouvelle organisation, donc semaine 1, 2, semaine 3, 4, et ça devient un petit peu plus précis. Mais pas assez à mon goût, et donc je vais lui demander un plan de cours détaillé avec des activités pour la semaine 3. Et là, je commence à avoir quelque chose de plus intéressant avec un échauffement, une révision des présentations, une introduction au vocabulaire de la famille, etc. Mais je voudrais que ce soit un petit peu plus fun et donc je lui demande de rendre ces activités plus motivantes et créatives et d'entrer dans le détail avec des consignes précises et des idées de documents. Et là, j'ai pour le warm-up un Human Bingo. Pour les présentations, j'ai les interviews express, j'ai une introduction au vocabulaire de la famille grâce à un arbre généalogique, etc., jusqu'à une galerie de photos de la famille. Donc, c'est une technique basique, mais ça marche. C'est juste parfois plus long que ce que je vais vous montrer dans la prochaine diapo. Le problème quand c'est long, en fait, c'est que la mémoire de votre chatbot, elle s'effrite, alors que normalement, ChatGPT, il garde la conversation en mémoire. Et puis, si vous utilisez des chatbots avec un nombre de tokens limité, vous allez vous heurter à un refus de ChatGPT de continuer la conversation. Et c'est là que ça devient utile de maîtriser le deuxième type de prompts. Alors là, vous voyez une liste ultime de 20 items possibles à inclure dans votre prompt pour obtenir plus facilement un résultat. Et on en voit souvent passer des listes ultimes, mais on a toujours à peu près les mêmes éléments de base. Donc vous avez le rôle ou persona, par exemple enseignant d'italien. Vous avez la tonalité, c'est pas dans les options de base de tous les méga prompts, mais je conseille d'ajouter créatif comme tonalité pour vos cours. Le contexte, donc vous donnez des précisions, par exemple vous avez des étudiants B2 et vous voulez travailler sur tel thème, et la tâche, donc ce que vous demandez à ChatGPT. Vous pouvez ajouter un format, par exemple je veux un tableau avec tant de colonnes, vous pouvez ajouter des contraintes, je veux faire un cours de 45 minutes, et des dizaines d'options supplémentaires selon ce que vous cherchez, mais pour nos besoins d'enseignants de langue, je doute qu'on ait besoin de tout ça. Alors je vous montre un exemple. Et vous voyez que même si j'ai utilisé que des fonctions de base, c'est quand même long. Donc, la persona, il est spécialiste de la gamification pour l'apprentissage des langues et il connaît le cadre européen. Contexte des étudiants de FLE niveau B2 pour une séquence sur le thème de l'entrée dans une université française. Tâche, invente un jeu d'évasion pour mes étudiants. Fournis-moi le scénario détaillé des énigmes complexes et le matériel requis. Et contrainte, ça doit se faire à l'intérieur ou à l'extérieur, ça doit durer 1 heure, les énigmes sont variées, elles portent sur la langue française, les étudiants doivent parler ensemble pour trouver les réponses, ça ne nécessite pas de création de ressources, les étudiants doivent se déplacer de lieu en lieu, et chaque énigme aide à deviner le lieu suivant. Alors j'ai mon scénario, j'ai mon matériel, j'ai le déroulement du jeu avec une énigme par étape, mais il va falloir que je remplisse les trous parce que par exemple quand ils ont réussi l'énigme de la bibliothèque et qu'ils ne savent pas dans quel bureau ils doivent aller, il va falloir que j'insère moi-même une énigme dans le livre qu'ils vont trouver à la bibliothèque par exemple. Donc, vous voyez que l'idée, c'est pas de prendre la réponse de ChatGPT telle quelle, ce n'est pas une recherche qu'il fait, ce n'est qu'une suite de mots, et ça vous donne juste des idées. Je vous disais tout à l'heure que ChatGPT est un coéquipier, et on lit souvent que c'est un copilote, mais on peut aussi dire que c'est un tremplin
pour faire mieux. Vous vous demandez peut-être maintenant si on peut faire des prompts pour faire corriger des copies à ChatGPT. Si on fait abstraction du problème éthique que ça soulève, moi, j'ai jamais vu de très concluant. Alors, ceux qui s'y essayent rentrent leur grille d'évaluation, sachant que ChatGPT ne semble pas avoir été entraîné sur le cadre européen. Et de mon côté, j'ai testé avec une copie B1 qu'il a noté B2, et quand j'ai dit que c'était B1, il s'est excusé, il m'a dit que j'avais raison. Je vous montre ici quelques essais faits à partir du prompt d'un enseignant pour des productions écrites A2. Prompt trouvé, il me semble, sur le groupe Facebook ChatGPT for Teachers. Et l'enseignant donc note d'abord la cohésion au niveau A1, donc 0, 1, 2 ou 3 points, et il ajoute les descripteurs pour chaque point. Et il fait pareil pour le lexique, la grammaire, etc. Et en dessous, je vous ai mis des PE issus d'un cours A2 et vous jugerez si vous pensez que c'est pertinent ou pas. Et si vous trouvez la formule magique, je vous invite à la partager. Et si vous arrivez à quelque chose de concluant, même si ça ne nous sert pas à nous, enseignants, pour noter, puisque c'est notre travail d'évaluer, ça pourra servir aux étudiants qui voudraient travailler en autonomie. Voilà sur cette partie pour les prompts. Je vais vous parler maintenant de 3 utilisations. Bon, je ne ferai jamais le tour, mais j'espère pouvoir quand même vous donner des pistes pour réfléchir. Je vais vous donner des exemples et puis j'aborderai quelques problèmes que cela pose. Alors, je vais d'abord parler de l'utilisation de ChatGPT pour la conception de cours par les enseignants. Ensuite, je vais vous montrer dans quelle mesure ChatGPT peut devenir un tuteur personnel pour les étudiants. Et pour finir, je poserai la question de l'intégration de ChatGPT dans les cours, mais aussi dans les évaluations et plus largement, qu'est-ce qu'on veut évaluer et comment. Je commence par la conception. Alors, vous avez vu ce qu'on pouvait faire avec TWI. On peut aussi générer des tâches, des activités, des exercices avec ChatGPT. Et selon ce que vous cherchez, ça peut d'ailleurs être plus rapide. Par exemple, si vous faites un cours de grammaire et que vous avez besoin d'une série d'exemples sur le subjonctif, mieux vaut passer par ChatGPT. Et là, vous allez voir un exercice justement sur le subjonctif qui a été généré en à peu près 10 secondes. Alors attention, il peut faire des erreurs et ce sera à vous de trier, mais vous aurez quand même gagné 20 minutes. Et puis pour la partie application, pour le subjonctif, vous pourrez générer autant d'exercices que vous le souhaitez. Par exemple, ici, un texte à trous. Et encore une fois, à vous de trier. Il peut y avoir des erreurs, mais vous avez encore gagné 20 minutes. Je peux aussi demander à ChatGPT de m'écrire un scénario global pour un cours en ligne. Là, je lui ai donné les thèmes des 12 semaines du cours de l'espace langue sur la communication interculturelle et il m'a écrit une histoire reliant chaque séquence. Je lui ai aussi demandé une bande-annonce pour présenter ce cours en ligne et ça marchait bien. Attention cependant, ce n'est pas parce que ChatGPT fait les choses rapidement que vous allez travailler moins. L'avantage de ChatGPT, à mon sens, c'est que vous allez pouvoir passer du temps sur autre chose. Donc, vous pouvez gagner du temps sur l'invention d'exercices de grammaire fastidieux sur un thème donné, mais mon avis est que ce temps dégagé va surtout vous permettre de vous concentrer à d'autres tâches pédagogiques plus créatives et plus motivantes. Avec l'équipe e-learning de l'espace langue, on l'a beaucoup utilisé, ce ChatGPT, mais on ne va pas plus vite en fait, on consulte ChatGPT, mais c'est pour faire mieux. Et c'est ce qu'on dit ailleurs du travail en équipe, donc on va moins vite, mais on va plus loin. Donc là, ChatGPT va être votre coéquipier, un coéquipier qui peut avoir de mauvaises idées, mais en discutant, on arrive à quelque chose de bien. Je vous ai préparé une compilation de ce que j'ai vu sur des groupes Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, d'autres que j'ai inventés, et puis ce qu'on a fait aussi avec mes collègues de l'espace langue pour les cours en ligne. Et je vous invite à compléter ce document qui est collaboratif. Alors j'ai listé des idées comme aider à établir un plan de cours, générer des tâches et activités, générer des exercices, aider à la conception, en compréhension, générer des textes, faire de la pédagogie différenciée, générer des sujets d'examen et puis quelques idées pour les évaluations également.
Il faut quand même avoir conscience que l'utilisation de ChatGPT pour la conception peut être vue comme problématique. Il y a eu une journée d'études le 31 mai dernier à l'Université de Montréal et l'un des groupes a travaillé sur le cas d'une enseignante qui utilisait ChatGPT pour ses cours et ils ont identifié plusieurs enjeux éthiques en se basant sur les 10 principes de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA, qui date de 2018. Alors, notamment, l'enseignante risque de se défausser de sa responsabilité en n'élaborant pas son propre plan de cours alors que ça relève de ses missions. Elle manque d'autonomie si elle s'en remet entièrement à l'IA, mais comme je vous le disais, il faut pas s'en remettre entièrement à l'IA. L'enseignant manque de transparence puisqu'elle dissimule son utilisation de ChatGPT à ses étudiants et collègues. Elle pourrait aussi fournir des informations confidentielles concernant les étudiants. Alors là, c'est sans doute vrai, hein, il y a des questions de protection des données qui se posent. Et puis, ce n'est pas équitable car tout le monde ne peut pas se permettre de se payer les agents conversationnels les plus évolués pour construire les cours. On pourrait dire d'ailleurs la même chose pour les étudiants. Et le 21 juin, cet article a surpris les collègues, alors n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est tout pour l'instant sur la conception, mais j'attends donc vos participations sur le document collaboratif. Et je passe maintenant à une autre utilisation possible, cette fois pour les étudiants de langue qui peuvent utiliser ChatGPT comme tuteur personnel si et seulement si ils sont bien guidés. Je suis d'avis qu'il faut lister tout ce qu'ils pourraient faire d'utile et de leur donner des prompts pour que ce soit plus efficace. Par exemple, là, j'ai composé un prompt que je pourrais donner à mes étudiants pour que chez eux, ils comprennent leurs erreurs. Donc, je demande une colonne correcte et une colonne incorrecte dans une rubrique appelée récapitulatif. Je lui demande de m'expliquer mes erreurs, de me fournir une version corrigée et de me donner un feedback avec mon niveau du cadre européen. Donc là, j'ai fait exprès, je vous rassure, 3 erreurs sur 9 mots. Il me l'explique ici en 2 parties, mais si je régénère, il pourrait le faire mot par mot. Et dans le feedback, vous voyez qu'il est plutôt trop gentil, puisqu'il me place au niveau A2. Donc, il faudrait peut-être pas lui demander de feedback et de niveau, en plus des explications qui, elles, se tiennent. La même chose en plus long. Dans la colonne incorrecte, il y a des phrases qui sont en fait correctes, mais ChatGPT dit ensuite qu'elles sont correctes. Voir la phrase 4 par exemple, où il lui dit que c'est en fait correct. Et puis dans le feedback, on a des conseils qui vont reprendre les erreurs qu'a fait l'étudiant. Alors ce n'est pas parfait, je pense que ici aussi il faudrait arrêter de lui demander à quel niveau du cadre ça correspond, mais si vous conseillez ça pour le travail en autonomie, ça peut être utile à partir du moment où vous dites aux étudiants que ChatGPT n'est pas infaillible. Voilà, mais c'est quand même, vous voyez, une correction détaillée qu'un enseignant n'aurait pas forcément le temps de faire, donc ça me semble utile pour l'apprentissage en autonomie. Si vous faites ça en ligne, vous pourriez demander aux étudiants d'étudier la correction et de poser des questions sur un forum, par exemple, quand ils ne comprennent pas quelque chose. Et si vous faites ça en classe, vous pouvez également demander aux étudiants d'évaluer cette correction. Autre exemple plus amusant et moins risqué, vous demandez à ChatGPT de générer une histoire dont vous êtes le héros. Donc ici, je lui demande de m'aider à comprendre les lois de Jim Crow dans le cadre d'un cours de civilisation anglaise sur la ségrégation. Donc là, ça va être ludique, il va y avoir du contenu et l'étudiant va pratiquer la compréhension écrite de manière active. Alors ce prompt, il mérite d'être travaillé pour qu'il y ait plus d'informations historiques du niveau des étudiants, mais vous voyez que ChatGPT a généré un scénario et me demande de choisir un rôle, puis me donne une option pour passer à la situation suivante, puis 4 options, puis encore 4 options, jusqu'à la fin, et pendant que je joue, donc je lis et je révise. Vous pouvez aussi parler à ChatGPT et écouter en retour une voix de synthèse. Pour ça, il y a Voice Control for ChatGPT qui est un add-on de Chrome. Et vous voyez sur l'image que j'ai un micro et que je peux choisir ma langue. Donc, je peux avoir une conversation écrite ou orale sur le sujet de mon choix. En l'occurrence, ici, une conversation sur le temps qu'il fait.
Et je précise que pour l'oral, il y a deux choses dont j'ai parlé, mais à ne pas confondre. D'une part, vous avez l'appli ChatGPT pour iPhone qui vous permet d'envoyer des messages oraux à ChatGPT et de recevoir une réponse au format texte. Alors, si on vous comprend, hein, mais moi j'ai trouvé que ça marchait très bien en anglais, même quand j'insère des petites erreurs. Et d'autre part, vous avez le add-on Voice Control for ChatGPT que je viens de vous montrer, où là, il y a de la synthèse vocale, donc vous parlez, ChatGPT vous répond à l'oral, donc c'est bien pour l'interaction orale, ça. Des applis pour l'interaction orale aidée par l'intelligence artificielle, il y en a de plus en plus. Je vous ai mis quelques liens ici. Et l'avantage, c'est que c'est programmé pour les langues, à commencer par Duolingo qui fait ça depuis longtemps et qui propose une version gratuite. Donc vous pourriez donner le lien à vos étudiants de niveau A1, A2 notamment. Et comme tout à l'heure pour la conception de cours, j'ai listé des idées pour l'utilisation de ChatGPT comme tuteur personnel. En autonomie guidée, c'est-à-dire que c'est vous qui donnez les prompts si c'est un travail à la maison ou alors vous les guidez en classe. Et je vous invite à compléter cette liste dans laquelle vous trouverez pour l'instant les rubriques aider à comprendre un contenu et réviser, aider à comprendre ses erreurs, apprendre les compétences linguistiques ou encore générer des jeux ou préparer à la vie professionnelle et servir de support pour la recherche. Alors, je me répète, mais il faut avoir conscience des erreurs que peut faire ChatGPT. Il peut halluciner, comme je l'ai déjà dit. Et Molek, qui fait beaucoup de recherches sur ChatGPT, a publié à ce jour 3 recherches, dont une sur les 7 approches pour l'utilisation autonome de ChatGPT par les étudiants. Et dans tous les cas, que ChatGPT soit utilisé comme mentor, tuteur, coach, coéquipier, étudiant, simulateur ou outil, il y a des risques. Donc, Molek note erreur, manque de connaissances, conseil incorrect, confabulation, manque de pertinence, et on termine par externalisation de la pensée quand ChatGPT est utilisé pour faire des devoirs, ce qui nous amène à notre dernière partie sur les évaluations et les cours qui y préparent. ChatGPT, comme vous le savez, pose des problèmes pour les devoirs maison puisqu'il est très difficile de détecter l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a des faux positifs notamment. Et en même temps, est-ce qu'on doit arrêter les devoirs maison et qu'est-ce qu'on fait à la place? Il y a aussi la question des cours. Est-ce qu'on intègre l'IA ou est-ce qu'on protège quelque part les étudiants de l'IA? Alors moi, dans cet atelier, je suis partie sur son exploitation, donc je vais continuer avec mes exemples. Alors d'abord, voyons côté positif, on peut se servir de ChatGPT pour enrichir nos cours. Par exemple, on peut demander aux étudiants de générer quelque chose, disons un dialogue reprenant les éléments du cours, et de le retravailler jusqu'à ce qu'il corresponde à ce qu'on cherche. Et ce dialogue, ils peuvent le jouer. On peut même imaginer qu'ils pourraient s'en servir de base pour une compréhension orale dans le cadre d'un cours en mode classe renversée. J'ai pas dit inversé, je dis bien renversé, où ce sont les étudiants qui animent le cours. Et puis, il y a la question de l'évaluation, beaucoup plus problématique. Pour illustrer ça, je vais vous montrer un cours 100% en ligne, asynchrone, qui s'appelle Intercultural Communication, où on s'est beaucoup servi de l'IA, mais on a dû réfléchir à un nouveau type d'épreuve. Et cette présentation va me permettre de récapituler les 3 usages, conception, tuteur personnel et question de l'évaluation et de l'intégration en cours. Alors la présentation, elle fait plus de 6 minutes parce que je vais vous montrer un exemple de cours complet qui s'appuie sur l'IA, mais si vous voulez fast-forwarder, je ne vous en voudrais pas. Alors, comment est construit ce cours ? D'abord, vous avez l'accueil avec une image générée par DALL-E et retravaillée ensuite, puis une séquence introductive sur la communication interculturelle, qui est le fil conducteur du cours, puis 4 sections sur des thèmes en rapport avec l'interculturel, puis une évaluation formative, puis à nouveau 4 sections, puis une évaluation sommative, suivie d'une boîte à outils dans laquelle les étudiants peuvent piocher pendant tout le semestre. Et dans chaque section, il y a une partie du scénario global qui court sur tout le semestre avec Emma qui se balade à travers le monde et ce scénario a été généré avec l'aide de ChatGPT. Je vous montre
une section, sachant que toutes les séquences sont sur le même modèle. Donc, vous voyez ici que sous le scénario, on a un avatar qui va parler et qui va décliner les objectifs pédagogiques de la séquence, avec à chaque fois un accent différent. Et les étudiants doivent chaque semaine deviner de quel accent il s'agit, puis ils doivent dans le forum dire quelles ont été les erreurs qu'ils ont entendues, et donc ils critiquent l'IA. Ensuite, chaque semaine, vous avez un warm-up, et je vous montre ça parce que vous voyez là, ils prennent des notes sur lesquelles ils vont s'appuyer pour s'enregistrer, et ils auront une correction qui va apparaître, inspirée ici en l'occurrence de ChatGPT. Ensuite, en compréhension orale et en compréhension écrite, on peut se servir de l'IA pour générer des distracteurs quand il nous manque un item dans un QCM par exemple, si on est à court d'idées pour trouver des propositions logiques sur un passage qui nous intéresse. Mais attention aux exercices de compréhension entièrement générés par l'IA, c'est souvent du pur repérage, donc à mon avis pas adapté. Ensuite, vous avez des fiches de vocabulaire. Alors là, vous connaissez sans doute déjà les fiches Quizlet. Et ce qu'on a ajouté, nous, c'est qu'on leur propose d'aller sur ChatGPT pour avoir des exemples de ces mots en contexte. Ensuite, en prononciation, on a pu s'inspirer de ChatGPT, pas dans cette séquence en particulier, mais dans une autre, pour qu'il génère un poème sur le thème de la séquence, poème qui était composé de mots qui se prononçaient différemment en anglais britannique et en anglais américain. Et ensuite, bien sûr, on s'occupe des enregistrements, du feedback et des exercices, etc. Mais ce poème a été généré en 10 secondes, alors qu'on aurait pu passer 2 heures à le rédiger nous-mêmes. Et puis, la production écrite, alors, elle peut se faire avec ou sans IA. En fait, on part du principe que tous les étudiants ne veulent pas ouvrir un compte sur ChatGPT, donc on leur demande d'écrire un essai eux-mêmes, qui sera corrigé manuellement, mais la partie intelligence artificielle, où ils font ensuite corriger leur essai par ChatGPT et où ils le postent sur le forum pour que tout le monde le voit, cette partie, elle est facultative. Et puis ensuite, vous avez une partie 100% intelligence artificielle pour l'interaction orale et la production écrite. Et en PE, ils ont 2 sujets au choix, un orienté recherche et l'autre orienté stéréotype avec une région du monde par séquence. Et là, vous voyez qu'on leur donne des prompts très détaillés sur lesquels on a beaucoup travaillé pour que les étudiants obtiennent un résultat qui va les aider. En interaction orale, on va leur conseiller d'utiliser Voice Control for ChatGPT, qui est un plugin de Chrome. Et en fait, là, on leur donne aussi un prompt et eux vont parler, donc vont faire de la production orale, et ChatGPT va répondre avec une voix synthèse. Donc, un moyen d'utiliser ChatGPT pour faire de l'interaction orale. Et puis pour finir, à chaque fois, on va leur demander de prendre du recul dans le feedback, où ils vont nous raconter ce qui s'est passé avec ChatGPT et ce qu'ils en pensent. Donc, on a 2 semaines d'introduction, 8 séquences sur le même modèle et 2 évaluations construites de la même manière. Et donc, c'est là que je vais vous montrer la semaine d'évaluation formative, sachant que la sommative est sur le même modèle. Et donc là, vous avez d'abord une évaluation orale où ils vont réinvestir tout ce qu'ils ont étudié dans les 4 séquences précédentes et où ils vont être notés sur la nuance, l'exhaustivité et la complexité du contenu et la performance orale. Chose que ChatGPT ne fait pas bien. Pour la production écrite, qui est plus problématique, on va leur demander une évaluation critique des résultats de ChatGPT au devoir qu'on avait prévu de leur donner initialement. Donc, on va leur donner un dossier, on va leur donner le sujet du devoir, on va leur demander de faire le devoir sans assistance et on va leur donner la réponse de ChatGPT à cette question
sachant qu'on leur donne au cas où certains étudiants ne voudraient pas s'inscrire sur ChatGPT. On leur demande de noter la production de ChatGPT avec la grille d'évaluation de la production écrite, d'évaluer leur propre réponse et de la comparer avec la réponse de ChatGPT. Il faut qu'ils identifient les différences et comment on peut l'améliorer. Et ensuite, on leur demande une version finale qui est censée être la production parfaite, qui inclut tous les éléments du dossier que ChatGPT aurait ignoré. Donc là, on espère leur faire travailler les hauts niveaux cognitifs que sont l'analyse, la création et l'évaluation, si je m'appuie sur la taxonomie de Bloom. Là, je vous ai présenté un cours qui va être lancé en septembre, donc c'est une expérimentation. On verra si c'est trop complexe et si le seul moyen est de revenir au devoir surveillé. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Et je vous donne la taxonomie de Lodge, Howard et Broadbent qui ont écrit un article sur les options qui se présentent aux enseignants. Donc on a ignoré, à moyen et long terme, non. Interdire à long terme, non. Surveiller des examens, oui. S'en emparer en faisant attention aux problèmes d'équité, oui. Contourner, non. Et repenser l'enseignement, ça demande temps et effort, mais oui. Donc il nous reste surveiller, s'emparer de l'IA et repenser notre pédagogie. Et c'est pour ces deux derniers points qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Je vous mets donc à disposition un dernier document collaboratif, beaucoup moins renseigné que les deux précédents, et je compte donc encore plus sur vous pour ajouter vos idées. Ce qui ressort de toutes les discussions des enseignants qui veulent s'emparer de ChatGPT, c'est qu'il faut travailler la pensée critique et travailler sur le processus plutôt que sur le résultat. Mais pour les enseignants de langue que nous sommes, ce serait bien de réfléchir aussi aux moyens de faire travailler les compétences rédactionnelles, ce qui est un vrai challenge. Pour finir, je vous donne un lien vers un article qui me semble intéressant sur l'IA à l'université. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vous voyez la petite icône verte. Et pour y avoir accès ainsi qu'à tout ce pad, il y a le QR code qui apparaît ici. Et avec ce QR code, vous aurez accès à toute cette présentation et aux 3 documents collaboratifs, mais aussi à une liste de sites, d'applications, de ressources et d'adresses de groupe sur les réseaux sociaux pour aller plus loin. Alors, je me répète, mais je compte sur vous pour commenter les ressources et étoffer la liste d'idées dans les documents collaboratifs. Je vous laisse sur un poème généré par ChatGPT, bien sûr, et avec l'accent canadien proposé par l'IA qui ne peut manifestement pas gérer les diérèses. Bonne écoute! Aux enseignants dont l'écoute fut totale. Je célèbre votre assiduité sans égale. Vos esprits curieux, avides de clarté, ouvrent la voie à une nouvelle réalité. L'animatrice, en guide éclairé, a parlé de l'IA, de ses applications variées. Concevoir des cours, enseigner avec finesse. L'IA comme tuteur, une aide précieuse. Le défi d'adapter l'évaluation aux besoins changeants de la nouvelle génération. L'IA offre des pistes, des idées novatrices pour répondre aux besoins des apprenants en liesse. Chers enseignants, artisans du savoir, votre passion et votre talent m'inspirent chaque soir. Écrivez sur le pad, partagez vos idées. Dans les documents collaboratifs, innovez sans arrêt.